politique en Guinée. Pour la petite présentation, c'est un immense honneur, bien évidemment, pour moi, de vous présenter Thierno Moné Nambo, qui est une figure incontournable de la littérature africaine, un écrivain, un intellectuel, mais surtout un homme dont la plume a su porter la voix de ceux qu'on n'entend jamais, les exilés, les oubliés, les résistants de l'histoire. Moné Nambo, vous n'êtes pas seulement un écrivain guinéen, vous êtes une mémoire vivante, un témoin des douleurs africaines, un poète en colère qui a fait de sa plume une arme d'élégance contre la barbarie. Vous êtes né en 1947 à Porédaka, en Guinée, dans la région du Fouta Djallon, où vous avez très tôt compris que l'Afrique ne s'écrit pas seulement avec des tambours, mais aussi avec des cris étouffés, des silences d'exilés et surtout la rage contenue des peuples oubliés. Lorsque le régime de Sékou Touré devient répressif, vous prenez la route de l'exil à l'âge de 20 ans. Cet exil est aussi pour vous une naissance, celle de l'écrivain. L'écrivain, vous obtiendrez donc à notre ville en France votre diplôme de biochimiste, mais c'est à la littérature que vous confierez vos douleurs les plus profondes. Donc votre œuvre débute en 1979 avec les Crapauds rouges, que nous avons tous ici, ainsi que des millions de jeunes Africains découverts à l'occasion des programmes scolaires, un roman dense et ironique sur l'exil et l'étrangeté, où déjà le narrateur et comme l'auteur que vous êtes tente de survivre dans un monde où l'Afrique se bat entre tradition et modernité, violence et nostalgie. Mais c'est avec le roi de Sahel, sorti paru en 2010, que vous obtiendrez le prestigieux prix Renaudot, une récompense internationale qui vous consacre. Le roman retrace la vie d'Aimé Olivier de Sanderval, un aventurier français fasciné par le Fouta Djallon au XIXe siècle. Vous y revisitez l'histoire coloniale avec un art pastiche et une verve inouïe, retournant la logique du dominant et du dominé. Il fallait bien que ce soit un écrivain africain qui redonne sa grandeur à cet homme blanc qui a tant aimé l'Afrique, déclariez-vous dans une de vos interviews. Vous ne cessez de dénoncer la dictature dans notre pays, ainsi que sur l'échelle du continent. Dans le terrorisme noir, paru en 2012, vous ressuscitez Adiba, un tirailleur guinéen oublié, résistant à Lorraine pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une manière pour vous de regarder l'histoire de France, que nous vivons aujourd'hui, s'écrit aussi avec les africaines, souvent souvent dépassé des récits officiels. Votre dernier roman est Sahélienne Indigo, paru en 2022, qui explore l'errance et l'amour à travers le destin d'une jeune femme en quête de liberté entre la Mauritanie et la France. Vous avez refusé plusieurs postes ministériels en Guinée en dénonçant la compromission des intellectuels avec le pouvoir. Vous déclarez à ce sujet: un écrivain n'est pas fait pour diriger le ministère, il est là pour déranger. La tragédie et très régulièrement vous faites des tribunes, des interviews où vous dénoncez les exactions des pouvoirs populistes en Afrique, et vous dénoncez dans une de vos récentes tribunes en disant, je cite: la tragédie guinéenne est une cause objective. À une cause objective, pardon, une seule, cette qu'on ne répétera jamais assez, c'est la fumisterie sans égale de nos pays, qu'elle soit universitaire, militaire ou religieuse. Les premiers sont sans pouvoir, sans dignité aucune. Les seconds ne sont que des incorrigibles poussards. Quand vous derniers, comme l'alcool les est interdit, c'est beaucoup des vins qui se saoulent. Et vous
déclaré récemment dans RFI que les intellectuels guinéens fabriquent leur propre boulot, ils ont fabriqué ces coupés, ils sont en train de fabriquer Mamadi qui les a tués, ils sont en train de fabriquer Mamadi Doumbouya qui les tuera. C'est une éternelle malédiction, déclaré. Donc vous continuez aujourd'hui à secouer les dictatures en Afrique à travers plume et vous déclarez que vous pouvez jusqu'à votre mort. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à écouter et à découvrir Thierno Monenambo. J'espère la biographie elle est longue, hein. J'ai fait juste un petit résumé de l'immense écrivain qu'il est. Donc, encore une fois, merci à tous et à tous de votre déplacement à cette conférence. Je laisse la parole au doyen de vous saluer, de vous souhaiter le mot de bienvenue avant, bien évidemment, de rentrer dans le vif du sujet. Après, notre pays, malade de sa propre histoire, malade de sa propre histoire. C'est évidemment pour cela qu'on va parler. On n'a pas utilisé un thème précis avant de l'initier, on a juste rencontrer la diaspora. Moi, dans ma tête, en tout cas, le débat sera complètement libre. On va faire une conférence. Nous ne sommes pas ici à l'université. Il ne s'agit pas d'un débat académique. On n'est rien à vous enseigner, bien évidemment. Tout le contraire, je pense que c'est certainement auprès de donc, moi, c'est un débat spontané, un débat direct sur des sujets qui sont des académiques. Même notre mort, puisque la politique comme ça, c'est pays pour moi, vraiment, ça ne veut pas dès maintenant. Il y a 67 ans que c'est la vie, quelque part, il suffit éternellement de séries de dictatures. Il y a des peuples là aussi, vous savez, une nation, il n'y a rien de plus fragile que les gens s'en rendent pas compte. Un pays plus fragile qu'une fleur. Il suffit de rien pour que le pays disparaisse. C'est que je suis millénaire. Il faut faire attention. Il a fallu que chaque catégorie sociale prenne conscience de la gravité du problème. Malheureusement, les dirigeants de l'Afrique, parfaitement inconscients. Déjà, ils sont plusieurs poches. Ça veut dire au maximum, c'est une vision, une conscience, une affection. Diriger le pays, c'est d'abord, et avant tout, si la il faut valider, elle est la pouvoir, elle est l'Ivoire. Et quand vous allez à Côte d'Ivoire, vous allez de compte que seulement les Ivoiriens, au niveau d'éducation, au niveau de santé, au niveau d'alimentation, c'est directement correctement, correctement. Tout ça est du don, c'est pas émotionnel de la Côte d'Ivoire, de la service. C'est déjà des pratiquement à retard par rapport à nous. Donc, il n'y a pas qu'un qui enseigne au collège. Mais c'est devant eux. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a des cas de niveau tel que les dirigeants ne peuvent pas se présenter. Il n'y a pas de match comme on dit. En fait, c'est un amour du pays. J'ai longtemps vécu au Maghreb. C'est un mois qui est revenu à Rabat. La ville est méconnaissable. C'est une
déjà 2 fois des aéroports aussi bloqués du Poulailler. C'est des aéroports, c'est incroyable. Le progrès spectaculaire que l'on a réalisé. Deux décennies. Le devoir est là. Le devoir moderne, c'est son époque. On comprend exactement le problème de son époque, parce que si on ne comprend pas son époque, on ne peut pas faire avancer le pays, c'est pas possible. Il y a un problème partout, tout à l'heure, fils de son époque, le fils de son père. Et malheureusement, nous dirigeants nous inquiétons. C'est des gens de passé. C'est comme si c'était le passé, c'est archaïque, le c'est archaïque. Nous rien de moderne. On n'arrive pas là. Donc, il faut aimer la vie pour le servir. Ça, c'est bien évident. Et chez nous, malheureusement, il y a une chose qui caractérise c'est elle. C'est tout ce qui sont dans la vie, c'est à l'esprit. Il faut que crier, il faut que tuer. 607 ans d'indépendance, le seul village de c'est le Canada. C'est comme s'il y avait un concours entre eux, c'est tout le puissant. Évidemment, les autres ne sont pas là. Ils ne sont pas tués. C'est incroyable. Ils sont convaincus qu'eux peuvent être forts. C'est taper, c'est pogner. Vous savez, la barbarie n'est pas une force. La méchanceté n'est pas une force. C'est un moment de faiblesse, la méchanceté. C'est l'homme faible qui est méchant. Les hommes forts ne sont pas méchants. Regarde, quelle est la force de Mandela? C'est sa générosité d'âme. C'est le fait qu'il avait, c'était un homme qui avait la grandeur d'âme. Tout le monde sait que cet homme a subi tout ce qu'il a subi. C'est le travail. Il a sans aucune haine pour l'homme blanc, sans aucune haine pour ses compatriotes blancs. On a plusieurs initiatives. Il y a une anecdote qui est formidable. C'est dans quelque chose que vous devez manger ça. La méchanceté n'est pas une force. La haine n'est pas une force. C'est pour les petites gens. La méchanceté c'est pour les petites gens. Les grands hommes ne haïssent pas. Les la mère, etc., c'est pour marquer soi-même, c'est de générosité, de grandeur. Et chez nous, c'est des petites gens. C'est des petites gens. C'est des petites gens. Toutes telles qui sont des petites gens. Par rapport à notre propre éducation et par rapport aux valeurs universelles. C'est aucune de nos ethnies, aucune de nos régimes ne propose ce genre de comportement. Ce n'est pas de notre culture. Ce n'est pas peu, ce n'est pas malin, ce n'est pas souci, ce n'est pas gay, ce n'est pas normal, ce n'est pas ici. Ce n'est pas d'où sorti ça, ce n'est pas nous ça. Ce n'est pas nous. Pour nous trouver la vie, doit retrouver ses propres valeurs, ses propres parties qui sont culturelles. On a tel donné, d'autres telle vie. Comme nous disons. Toute la vie. Mais pas c'est seulement. En tout cas, il est comme grand à mon avis que nous retrouvions sur une idée ou trois idées communes pour essayer de rédistribuer assez vite ces pays qui sont dirigés. On ne va pas raconter ce qui passe assez vite, tout le monde le sait. On sait très bien que la corruption atteint le sommet, le sommet du humanisme. La répression est là, tous les jours il y a des disparitions, tous les jours il y a des morts. Et malheureusement, la démagogie, l'opportunisme, c'est une dénonce. Nous élites, nous disons un peu plus. Ce sont des marabouts, les intellectuels, tout le monde est en train de faire de la démagogie pour une poignée de riz, pour les gens qui ne veulent pas. Rien, ces gens-là. Ils sont tout pays, ces gens-là. Ils ne sont même pas militaires. C'est caporal de la République. Caporal. Je ne demande pas, il faut qu'il y ait à caisse. Sí, no. Franchement, s'il vous plaît, c'est un papa dans le cadre de la présidence.
pour dire qu'est-ce que c'est pas des êtres humains, ça. Ils n'ont aucune valeur, ni humaine, ni littéraire, ni universitaire, ni religieuse. Ils sont continués, ils se sont mangés, ils sont prêts à sacrifier la Guinée pour pouvoir gagner le repas du midi. Voilà où on en est. Ça, on ne peut pas laisser faire ça. On a des pays voisins, très proches de nous, entre le Libye, le Côte d'Ivoire, Sénégal, regardez comme ils fonctionnent. Il y a le grand drame de la Guinée. C'est celui qui a fait ça. N'importe qui peut accéder au pouvoir. C'est la chose la plus grave qui s'est arrivée à un pays. Regardez tous nos villages, quelles que soient les ethnies. Personne, les pays, nos paysans n'accepteront jamais n'importe qui comme chef du village. Jamais. Ils ne l'accepteront jamais. Mais pas n'importe qui au pouvoir. Un pays, c'est important. On ne compte pas n'importe qui. Au Sénégal, n'importe qui ne peut pas être président. Nous, n'importe qui peut être président. C'est incroyable. Ils n'ont pas de projet, pas de vue. 67 ans, l'un des pays les mieux dotés d'Afrique. À tout le monde, nous sommes les derniers. Pour soigner un rhume, il faut aller à Dakar ou Bamako. Même pour jouer au football, il faut emprunter un stade à Abidjan ou à Korobo. C'est même incroyable. 67 ans d'indépendance. Ça, c'est honteux, pas seulement pour les dirigeants, mais pour nous tous. C'est comme si on n'existait pas. C'est comme si on n'était plus un peuple, mais il y a ramassé de chenilles. Voilà, non, c'est vrai, c'est sérieux. C'est un problème qui nous concerne tous. Personne au monde ne peut nous prendre au sérieux comme ça. Personne. Tout le monde se fout de notre gueule. Un Sénégalais disait tellement, mais au Sénégal, il y a 4 500 000 Guinéens. En Guinée, il y a 6 000 Sénégalais. Ils n'ont rien à faire chez nous. Qui va venir à nous faire quoi? Et ça, c'est notre faute à nous tous. Les responsabilités sont hiérarchisées, bien évidemment. Les premiers responsables, les dirigeants. Les pas responsables de cette catastrophe. Là, ça n'a compté là-dedans. Du Camara, c'est pour la Konaté, à Condé, maintenant, ils sont tous responsables. Après, maintenant, la léthargie de nos élites, en deuxième responsabilité, bien évidemment. Mais en tout cas, le peuple, lui, n'est pas responsable du tout. Les élites sont responsables de la catastrophe. Il faut qu'on reprenne conscience, qu'on se dise une chose. À mon avis, que les Guinéens n'ont pas encore comprise, c'est que ce qu'on appelle la démocratie, on dit l'histoire de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne comme ça. C'est pas une générosité. C'est pas quelqu'un qui est bien, qui est formidable, qui a un pouvoir, qui distribue la générosité comme il distribue des bonbons. La générosité, elle aussi, est un rapport de force. La démocratie, elle aussi, est un rapport de force. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et les Guinéens, depuis le début de l'indépendance, sont obligés de créer des contre-pouvoirs. C'est le drame en 50 ans. Si dès le début, vous avez créé des contre-pouvoirs que le régime sécuritaire, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est un critère de se sont dû de laisser le pouvoir de Bouba, c'est que les grands démagogues, il a pris tous les pouvoirs, il a fait ce qu'il avait fait. Il faut des contre-pouvoirs, il faut des limites. Tout pouvoir qui n'a pas de limite devient une folie. Il faut bien savoir une chose, que tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance. Il n'y a pas d'homme généraux au pouvoir, ça n'existe pas. Tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance, il devient un animal. Le pouvoir, ça rend fou, c'est de la drogue. Si vous ne mettez pas de limites, vous êtes mort. Les Guinéens n'ont pas créé des limites au pouvoir. C'est pour ça qu'ils meurent. On va continuer à mourir pire que ça encore, vous allez voir. Parce que c'est lui, maintenant, ils sont d'abord convaincus de ça, c'est que les Guinéens peuvent encore ce qu'ils veulent. Ils sont tellement passifs, tellement lâches, tellement. Le comportement des Guinéens est tellement terrible, les Guinéens sont convaincus qu'ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Mais justement, puisqu'il s'agit d'un échange et que vous parliez de contre-pouvoir, nous sommes dans un pays aujourd'hui où ceux qui s'opposent au pouvoir, justement, n'ont pas, il y a une disproportion entre ceux qui s'opposent au pouvoir et les moyens du pouvoir. Ceux qui s'opposent font l'objet de disparitions, d'emprisonnement. On est dans un pays où il n'y a plus de liberté médiatique et où un média national que le grand public regarde éduque les gens à la propagande, où l'éducation est en faillite, où effectivement il n'y a pas de forte personnalité qui puisse
conscientiser plusieurs, en tout cas il y en a, mais pas suffisamment. Comment dans ce contexte, on peut vraiment construire ou insuffler un avenir démocratique en Guinée? Dans la Guinée, nous sommes le bilan de notre vie politique est catastrophique, nous sommes dans une bouffe totale, et il faut sortir de cette bouffe. C'est pas la lutte, c'est pas la persévérance, c'est pas lutter. Il faut lutter. Il faut, quelle que soit la répression, nous continuer à lutter. Il faut cet esprit de sacrifice-là. Il faut réussir, quel que soit le prix à payer, il faut réussir à payer des comptes du pouvoir en main. Faire en sorte que n'importe qui n'ait pas tout le pouvoir en main. Qu'il y ait toujours quelque part des comptes de pouvoir. Qu'on puisse dire au chef, non, tu t'arrêtes là, ne passe pas ici. C'est pas possible. Le pouvoir s'arrête là. Sinon, celui qui arrive au pouvoir, il prend tout. Regardez, la Guinée est le seul pays, l'un des rares, c'est comme ça, mais c'est sûr, c'est un peu moins grave. Chez nous, avec le Guinée, il n'y a même pas un corps judiciaire. Il n'y a pas un corps de magistrat au centre républicain. Il n'y a pas un vrai état-major. C'est que celui qui est président, il nomme qui il veut, pour faire ce qu'il veut. Normalement, dans le pays, normalement, il doit avoir des ambassadeurs de profession, des ambassadeurs de métier, des diplomates de métier. On peut sanctionner par mutation, mais ce n'est pas au président de nommer les ambassadeurs. Ils existent, c'est leur fonction, c'est leur métier en quelque sorte. À la limite, on peut réserver au président de la République 5-10% de poste politique, comme ça se fait en France. Il y a des ambassadeurs professionnels, c'est des ambassadeurs professionnels. C'est des diplomates de carrière qui sont là, c'est leur métier. C'est là-dedans qu'il va choisir un ambassadeur à Paris, je peux, etc. Et chez nous, c'est lui qui nomme tout qui il veut. Et souvent, c'est le cousin ou le frère. Mais c'est ça, c'est terrible. Il n'y a pas d'État. L'État, c'est la personne qui est au pouvoir. C'est ça le problème de la Guinée. Il n'y a pas d'État. L'homme qui a le pouvoir, il a tous les pouvoirs. Il décide qui il veut. Une anecdote, une fois que j'étais à la Guinée, on était avec expliqué comme ça, c'est le président de conférence littéraire. Il dit qu'il rencontre un de nos collègues, le poète, le cas. Il dit, ah, vous avez félicitations. J'ai appris que le président a nommé poète. Oui. Pour le bien-être, tout ce que tu es, c'est le président qui demande. Le président est Dieu. Même Dieu, même le bon Dieu n'a pas autant de pouvoir. Il s'est dit à quoi notre lâcheté, à la démission des élites. Il a tous les pouvoirs. Mais c'est grave ça. Le nom commissaire de police qui veut, chef d'état-major qui veut, ambassadeur qui veut, magistrat qui veut. Le corps de métier, c'est ce corps de métier appartenant à l'État, c'est le temps qui structure l'État, c'est les appareils de l'État. Si vous pouvez tout ça, c'est fini. C'est le cas, il y a des ambassadeurs, etc. C'est pas là-bas. Je ne sais pas, vous le trouvez. Non, mais merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même. On va poursuivre les débats et donc on a la présence du député de la France Insoumise, M. Aurélien Saint-Poul, qui vient d'arriver parmi nous. Je tenais absolument à rencontrer Thierno Nambo et échanger avec lui. Donc, bienvenue, monsieur le député. Et Ibrahim Diallo, effectivement, à qui on va désormais passer la parole pour qu'il porte son regard par rapport à cette discussion. Et on poursuivra au fur et à mesure, on reviendra à vous, doyen, et on passera la parole également à notre cher député pour qu'il donne son impression par rapport à ce qui se passe ici. Donc Ibrahim Diallo, d'abord, quel est ton regard par rapport à cette thématique et surtout, qu'est-ce que tu fais dire ce matin à cette diaspora guinéenne qui est présente massivement dans cette salle? Bon, c'est le débat entre Thierno et la diaspora. C'est ça, ouais. Merci beaucoup, Diva. Merci à tous et à toutes. Il est très difficile
de prendre la parole à la suite du doyen Thierno Monenembo. Parce que quand Thierno Monenembo parle, il parle pour nous d'abord, mais aussi pour la future génération. Ces paroles résonnent comme un espoir. À le voir toujours engagé, déterminé à son âge, animé par un sens du patriotisme sans égal, il chérit la Guinée qu'il aime tant. Donc, pour nous, de cette génération, je pense que c'est une leçon d'engagement pour nous. Parce que Thierno est âgé, son parcours a toujours été marqué par un engagement citoyen. C'est un écrivain. Mais pas que ça. C'est un écrivain engagé. Il est engagé pour son pays. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est avant la naissance de plusieurs personnes dans cette salle. Et toujours, il continue, l'un des rares intellectuels en Guinée encore qui s'exprime par la plume, qui dit ce qu'il pense, qui dénonce quand il faut, qu'il n'a peur d'absolument rien. Donc, mais il y a un paradoxe dans notre pays, c'est que il est triste de constater que certains de nos compatriotes jeunes, pleins d'énergie, restent inertes face à la situation de notre pays. Alors qu'il y a une personne très âgée, comme Thierno Monenembo, qui est toujours sur ses pieds, qui continue toujours à se battre pour le progrès de notre pays, pour le respect des droits de l'homme, pour la démocratie dans notre pays. Je pense qu'il est temps que nous, cette génération, on puisse se réveiller et donner un sens au combat que même Thierno Monenembo à son âge. Normalement, il devait se reposer maintenant. Il y a ses amis de sa génération, beaucoup sont à la retraite, ne parlent plus. Il y a des écrivains de sa génération qui vivent encore, mais qui n'écrivent plus, qui ne dénoncent plus, qui ne font absolument rien. Ils sont à la retraite. C'est bien, ils ont apporté quelque chose à un moment donné. Mais Thierno n'a pas démissionné, il est toujours là, il est en train de se battre pour son pays. Et je pense que c'est très bien que nous, on décide de le célébrer de son vivant, pas à titre posthume. Et on lui souhaite longue vie encore et encore. Il reste toujours de notre côté et qu'il continue de nous coacher et de nous orienter et de nous inspirer toujours. Aujourd'hui, notre pays a besoin de nous, a besoin de notre engagement. Vous avez vu ce qui se passe chez nous avec la junte militaire au pouvoir. Sur le plan, il a parlé de la corruption tout à l'heure, sur le plan économique. L'argent des citoyens guinéens, y compris sur la diaspora que vous êtes, qui rentre en Guinée dans les caisses de l'État à 4 destinations en ce moment. La première destination, c'est l'enrichissement personnel des membres de la junte et leurs supplétifs. La deuxième destination, c'est l'achat des armes et d'autres matériels de répression pour réprimer les voix dissonantes, ceux qui s'opposent à la junte, ceux qui sont en train de mener le combat pour des valeurs, pour sortir la Guinée de cette situation. Nous avons, en titre d'exemple, nos propres amis, Fonike et Bilo, qui sont victimes de disparitions forcées. Demain, 11 mois depuis qu'ils sont victimes de disparitions forcées, parce que tout simplement, on a dit à la jeune, écoutez, c'est une transition, une situation exceptionnelle, et il faut le consensus pour guider la transition. Organisons un dialogue. Entendons-nous sur le processus électoral. Allons aux élections pour le retour des civils au pouvoir, parce que c'était cela l'engagement pris par Doumbouya dès le 5 septembre 2021. Mais à cause de ça, on les a fait disparaître. Il n'y a pas que, il y a d'autres qu'on a assassinés. On est à plus de 68 personnes assassinées depuis l'arrivée de Doumbouya
au pouvoir. Donc la troisième destination de l'argent du contribuable guinéen, c'est l'achat des consciences. Aujourd'hui, on est en train d'acheter, de recruter dans toutes les couches sociales de la Guinée. Les imams ne sont pas épargnés, des jeunes, des adultes, partout. On distribue des véhicules comme des bonbons. Genre, on donne de l'argent aux gens pour pouvoir acheter leur conscience et les amener à s'aligner derrière l'argent. La quatrième et la dernière destination de notre argent, c'est l'organisation des cérémonies de propagande. Aujourd'hui, toute l'administration est à l'intérieur du pays, dans toutes les préfectures, à coût de milliards pour organiser des cérémonies de propagande pour faire la promotion de la candidature de Mamadi Doumbouya. Alors que nous n'avons pas de routes. J'ai suivi l'actualité, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'accidents pour nos concitoyens qui se rendaient à l'intérieur dans les villages pour aller fêter l'Aïd. Donc il y a eu beaucoup d'accidents parce qu'on n'a pas de routes. L'argent qui devait servir à la construction et à l'entretien de ces routes-là, cet argent est utilisé pour ces 4 destinations dont je viens de vous exposer. Donc, il est de notre responsabilité de nous engager aujourd'hui pour sauver notre pays, parce que la Guinée nous appartient à nous tous. La Guinée nous appartient à nous tous, encore une fois. Donc nous devons prendre notre responsabilité, nous devons nous engager, nous devons sauver notre Guinée pour que la paix, la stabilité et la culture sociale puissent régner dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ibrahim. On va à présent donner la parole à notre cher camarade député de la France Insoumise, M. Aurélien Sentoul. Il va vous adresser ces mots de bienvenue, d'amitié avec effectivement la lutte que nous faisons. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour Moné Nambo. Lors de la dernière conférence de la dédicace, il a effectivement fait savoir qu'il fera tout pour être là, parce qu'il a beaucoup d'admiration pour vous. On sait ô combien les écrivains, la littérature a été aussi importante dans l'éveil de conscience et surtout l'instauration de la démocratie. En France, vous êtes littéraire vous-même, vous êtes prof de français. Donc, je vous laisse la parole et puis merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup évidemment à votre intervenant beaucoup être présent avec vous aujourd'hui. J'ai été dans les rassemblements précédents pour vous dire toujours le même message, que vous avez en France des soutiens, des amis au sein de la France insoumise qui vous accompagneront dans ce combat que vous menez, c'est juste, et que notre part du travail n'est pas évidemment de se substituer en aucune manière à vous. Nous savons, vous avez tous les droits et toutes les obligations en matière. Vous devez reprendre le contrôle de votre destinée, de votre pays. Et ça vous appartient entièrement. En revanche, en tant que Français, en tant qu'élus de la République française, nous avons, nous, une obligation ardente, particulière, qui est de ne jamais laisser banaliser au genre de relations que nous voulons avoir avec la Guinée, et surtout de ne jamais laisser banaliser la complaisance de notre propre gouvernement à l'égard du Mamadi Doumbouya et de l'autre. C'est ce que nous nous employons à faire au sein de la commission de la parlementaire, au sein de la commission de la défense, dans nos relations à chaque fois, que ce soit avec le ministère des Affaires étrangères, que ce soit avec les officiers éventuellement qu'on peut avoir à rencontrer de l'armée française et de l'armée française. Et récemment encore, j'ai rencontré un colonel de l'armée française qui traite particulièrement des relations de l'armée française avec les différents États africains. Et je l'ai abordé sereinement, tranquillement, en lui disant que c'était réellement en Guinée. Est-ce qu'il y a comme des détachements de soldats français et avec quel statut, à quelle demande et à quel besoin? Est-ce qu'on a des documents officiels? Parce qu'on ne peut pas dire que les soldats français, pour
arriver dans un pays sans qu'on nous ait fait une demande en bonne et due forme. D'abord pour la sécurité de nos propres forces, de nos propres soldats, on n'opère pas comme ça n'importe. Aussi parce qu'il faut qu'il y ait de la transparence en la matière. Que si nous avons des soldats qui interviennent dans un pays, il faut que ce soit pour des raisons d'amitié très claires et que ce soit avec la légitimité d'un suffrage démocratique. Que les élus qui revendiquent ou qui demandent à la France une forme d'aide, que ce soit militaire ou autre, bien puissent s'en rougir et dire à leur propre population qu'il n'y a pas dans cette affaire-là une quelconque embrouille ou magouille. Tout ça peut se faire de façon transparente. Il n'est pas exclu d'avoir une relation de partenariat avec des États. Au contraire, l'amitié en général commande ce genre de relations, et on a des relations d'amitié en Europe, on a des déplacements de soldats qui font des exercices en commun, etc. Mais tout ça n'est possible et ne s'entend que dans l'égalité, la transparence et la légitimité démocratique. Ça ne peut pas se faire au nom d'une forme de copinage, au nom d'une quelconque proximité ou d'un affairisme qui ne dirait pas son nom, parce qu'on défendrait de prétendus intérêts inavouables. Et ça, nous n'en voulons à aucun prix. Donc, ce colonel m'a donné la réponse que vous croyez devoir me donner à moi, parlementaire. Mais nous le faisons à l'égard en particulier des membres du gouvernement, que ce soit le ministre des Armées, bientôt il sera auditionné à nouveau par la Commission de la Défense. J'ignore si j'aurai le temps matériel de lui poser la question, mais en tout cas j'en ai bien l'intention. Et en tout cas, si je ne suis pas présent, ce sera un de mes collègues qui prendra ce sujet-là. Donc voilà, c'est cette part de notre travail d'amitié quand on peut ici en France venir à votre rencontre, à votre écoute, partager ces moments qui sont importants. Aujourd'hui, vous êtes encore nombreux. Je vois bien qu'à chaque initiative, vous êtes nombreux, pas toujours les mêmes. Donc, c'est signe que le message continue à se diffuser dans la diaspora guinéenne, en France, en Belgique aussi. Je sais que beaucoup de camarades sont présents là-bas. Et moi, je fais aussi cette part de travail, je dirais presque en interne, au sein de la France Insoumise, pour sensibiliser et dire qu'il y a un combat à porter, que les Insoumis doivent être de cœur avec vous, ils le sont, quand ils connaissent cette cause. J'essaie de la rendre la plus ferme possible parmi les camarades militants insoumis. Et voilà, nous marchons de concert, chacun fait sa part du travail, et je crois que ça finira par déboucher. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en France, je crois, qui peut assumer, comme si c'était une évidence, d'avoir un partenariat fort avec le régime de M. Doumbouya. Au contraire, ceux qui prennent encore éventuellement ce genre de décision préfèrent le faire en catimini et ne sont pas faire aux uns et aux autres ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui heurtent suffisamment ma conscience pour que je n'ai pas besoin d'en savoir davantage pour m'engager. La réalité est que j'ai rencontré Comité Minguet à plusieurs reprises dans ses déplacements à Paris, à l'époque où j'étais assistant parlementaire, puis quand je suis devenu député. Eh bien, je considère que c'est mon devoir d'être humain, de marquer et de faire tout ce que je peux pour que Comité et Bio puissent rentrer à la maison, parce qu'on ne peut pas les soustraire à l'affection de leur famille plus longtemps. Ça fait 11 mois, dans un mois ça fera 1 an. Évidemment, je ne laisserai pas passer cette date sans rappeler à tout le monde et sans être la mauvaise conscience du gouvernement français, du président de la République française, en leur disant: je sais bien que vous avez une part de responsabilité dans ce qui s'est produit et dans ce qui se produit en ce moment en Guinée, parce que vous n'avez pas à renverser Doumbouya. Jamais personne ne dira ce genre de choses. Et que ce soit bien clair, c'est aux Guinéens de se débarrasser de ces gens, et ils le feront bien dans les temps que nous prendrons le temps. Mais nous n'avons pas, nous, à apporter une quelconque forme d'aide ou de caution à un régime qui a dépassé toutes les bornes et qui a porté atteinte à la vie, à l'intégrité des résistants, des personnes qui nous en reposaient leur résistance morale, leur conscience, jamais dans les formes violentes, soit dit en passant, et qui ont décidé, et la démocratie en réalité n'était qu'un prétexte pour organiser leur coup d'État il y a quelques années, mais qui aujourd'hui s'est volontiers sur tous les principes que leur il y a encore quelques années. Nous sommes de tout cœur avec vous, ce chemin ensemble et jusqu'au bout. Et j'espère que évidemment, ça se soldera bientôt par votre victoire, par la victoire du camp démocratique. Après, la charge pour chacun d'entre nous de faire valoir les désaccords que vous pourriez avoir sur les priorités à
vrai débat démocratique puisse naître dans des formes respectueuses, pacifiques, mais d'ores et déjà, la question qui se pose, c'est celle de la démocratie elle-même, et pour ça, vous pouvez compter sur notre plein soutien. Voilà. Chers camarades, vous permettez de faire effectivement la transition et vous demandez, parce qu'en Guinée, ce dont on a toujours rêvé, c'est d'avoir un débat démocratique. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il y a des activistes, Fonike Mengue, Lindoba, Guide Marwan qui est journaliste, qui font l'objet des kidnappings, de disparitions forcées. Il y a Ayouba qui a été récemment condamné pour effectivement offense au chef de l'État. Vous dénonciez d'ailleurs cette condamnation parce qu'un chef d'État, il n'a pas un temps en Guinée pour l'exécuter. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à apaiser le débat politique en Guinée? Vous qui avez été témoin de tous les régimes qui se sont succédés en Guinée, est-ce qu'on a atteint un tel niveau de violence politique dans l'histoire politique de notre pays? Alors, avant de répondre, je remercie notre ami député, merci à la France Insoumise, depuis le début, vous avez trouvé constant à interpréter à un point, vous avez à la fois la police d'un point, dans les Merci. Alors, le débat apaisé, il est nécessaire, il est souhaitable. Il y a l'individu favoriser d'abord la démocratie, il est favoriser le climat économique. C'est une société apaisée qui peut songer au développement économique. En cas de conflit politique, en cas de conflit meurtrier, c'est important. Mais comment pouvez-vous apaiser? La violence ne vient pas des forces démocratiques. Elle ne vient pas du peuple. Notre ami a rappelé que tout ce que lui a dit, on fait de façon pacifique. Il faut dire que Mengue, depuis le bas, n'ont jamais sorti d'armes, n'ont jamais posé de bombes. Ce n'est pas des arguments idéologiques. Ils ont lutté. Il ne faut pas prendre des arguments. Le côté pacifique de la chose, le côté violent, ne vient pas du peuple. Ce n'est pas du peuple. Il vient de l'État. L'État guinéen est barbare. C'est un État violent. C'est un État qui trouve raison d'être dans la violence. Ce sont ceux l'argument, c'est tout ce qui s'est fait. C'est pour ça que c'est tellement fragile en vérité. Ils ont peur. C'est un risque de terrorisme. Regardez, vous avez vu cette vidéo maintenant, on a dû aller à la prière. Oui, ça. Oui, on a vu, oui. Vous allez à la mosquée. Ça, c'est une farce, ça. C'est un homme qui a peur. Vous avez vu l'armée qu'il a pris pour aller faire la fête à Cancan, vous avez vu? C'est la faiblesse. C'est un signe que les hommes d'État puissants ne sont pas une armée. Ils sont instruits, ils savent bien qu'on va lutter comme ça. Donc, vous voyez, la répression, c'est un instinct chez nos dirigeants. Depuis l'indépendance. Ce n'est pas la répression qui maîtrise. La répression, la corruption. Les trucs qui sont comme argument. Ils n'ont pas d'autre argument. Et ça, c'est encore une fois la persévérance dans la lutte qui peut changer le rapport de force. Faire en sorte que décidément, l'argument politique des forces démocratiques puisse compter de l'avant, autant ou moins que les forces militaires en face. L'apaisement, ça se conquiert aussi. Ce n'est pas la colorable. Il ne faut pas nous le donner. C'est le rapport de force qui va créer cet apaisement, qui va créer le débat démocratique. Encore une fois, la lutte, c'est une lutte. Effectivement, on va passer la parole au public, mais juste par rapport à la cohérence et la persévérance. On sait que vous êtes un modèle de cohérence et de persévérance, et qu'il manque cruellement aux forces démocratiques parfois, qui changent de veste de rôle, ce qui crée une certaine déception au sein de la population guinéenne, il ne faut pas se mentir. Comment on arrive
à être aussi constant sur la durée, aussi cohérent. Quel est votre secret justement? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à la diaspora ici par rapport à l'état d'esprit qu'il faut avoir pour être aussi constant dans sa vie? La première chose qu'il faut avoir, c'est la conviction. On va être convaincu de ses idées. Il faut être convaincu. Donc, il faut être convaincu de ça. Moi, je suis convaincu de certain nombre d'idées, même d'idéaux, parce que là, je suis de la toute première génération des indépendants, j'avais 11 ans moins de indépendants. Il y a des idéaux qui sont chers. La notion de panafricanisme, c'est une notion qui est extrêmement chère. Je suis convaincu que ça ne veut pas l'africanisme, on disparaîtra tous. C'est l'unité africaine qui nous sauvera. Ce n'est pas une compétition intellectuelle, une nécessité vitale, maladie même, si vous pouvez le répéter, ça suffit pour apprendre comment on ne suffira pas. En plus, je crois aussi à la démocratie. Je suis convaincu que c'est les putsch et les dictatures qui ne sont pas des facteurs qui favorisent et la cohésion sociale et les droits politiques. Pourquoi la démocratie? Pourquoi l'africanisme? Pourquoi à l'international? Elle n'est pas d'autant qu'elle ne fait pas l'histoire